Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 février 2020 pour le 179e rapport de situation sur le Donbass. La situation militaire reste plus ou moins sur un statu quo cette semaine, la situation diplomatique aussi d'ailleurs, et on va beaucoup plus parler cette semaine de la situation en Ukraine et entre autres des déclarations de certains officiels, mais aussi de la situation économique. Sur le plan militaire, du 22 au 28 février 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 65 reprises, donc on est à moins que la semaine passée. Par contre, si on regarde les munitions, ils ont tiré 114 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc c'est un peu plus que la semaine passée. Et le total est de 403 munitions, donc là aussi c'est un petit peu plus que la semaine dernière. Donc comme vous voyez, pour l'instant, même s'il y a moins de violations, il y a plus de munitions tirées. Il faut y rajouter les 13 violations et 72 munitions, dont 32 obus de mortier de 120 et 82 mm, tirés par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. En République populaire de Lugansk, les forces armées ukrainiennes ont violé 17 fois le cessez-le-feu, tirant 289 munitions, dont 20 obus d'artillerie de 152 mm et 69 obus de mortier de 120 et 82 mm. Alors, comme vous le voyez, en RPD, on n'a pas eu d'artillerie ou de grade ou de choses comme ça. Je dis ça parce que j'ai des personnes qui m'ont contacté affolées en fin de semaine parce qu'elles étaient tombées sur des nouvelles propagées, relayées par quelqu'un qui fait soi-disant de la réinformation concernant le Donbass et qui a relayé je sais pas quoi à propos de potentiels tirs de grade ou d'artillerie de 152 mm sur Donetsk et sa périphérie. Comme vous le voyez, le plus gros qu'on a eu en RPD cette semaine, c'est des obus de mortier de 120 et 82 mm. Il n'y a pas d'artillerie en RPD. Il n'y a qu'en RPL où il y a eu des tirs de 152 mm et c'était plusieurs jours avant. Donc voilà, la source c'est la représentation de la RPD au sein du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Donc quand vous voyez ce genre de nouvelles, allez voir leur chaîne Telegram et vérifiez, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté complètement affolées en me demandant si c'était vrai, et j'aurais dit non, effectivement, il n'y a pas eu ni d'artillerie de 152, ni de grade, ni de je sais pas quoi. Donc voilà, incident clos. Au niveau bilan, les tirs de cette semaine en RPD ont tué un soldat, en ont blessé 2, un civil a été blessé durant les dernières 24 heures, 20 habitations et une école ont été endommagées en RPD, plus 3 durant les dernières 24 heures, sans parler des lignes électriques abondamment endommagées cette semaine. Côté ukrainien, si les pertes officielles sont de 1 mort et 1 blessé, la réalité c'est que rien qu'à cause des pertes hors combat, l'armée ukrainienne a eu 1 mort et 11 blessés, principalement à cause de leurs propres mines, de l'alcool, du fait qu'ils se font du bizutage entre eux, et puis le non-respect des règles de sécurité. Voilà. Au niveau armes lourdes, on va revenir un petit peu aux listes d'armes lourdes présentes près de la ligne de front et entre autres près d'habitations et d'infrastructures, puisque côté ukrainien, ils aiment bien utiliser les civils comme boucliers humains. Entre autres, dans le village de Sokol, un système de défense antiaérien OSA. Dans le village de Vodianoye, 2 obusiers tractés des 20 152 mm. À Avdeïevka, 2 véhicules de combat d'infanterie. Zelenepolier, un système de défense antiaérien OSA près de bâtiments résidentiels. Kurakovo, il y a eu un obusier tracté des 20 de 152 mm. Novogrigorovka, 3 véhicules de combat d'infanterie, un véhicule de transport de troupes blindées, donc les BTR, un BTR aussi à Kodema, à Artyemovo, à Pichevik, il y a eu 2 véhicules de combat d'infanterie et un BTR, Talakovka, 4 véhicules de combat d'infanterie, Tchermalik, 2 BTR, et à Bogdanovka, 2 véhicules de combat d'infanterie. Donc comme on voit, c'est quand même pas bon. On voit, redout égale redéploiement des armes lourdes sur la ligne de front. Et comme je le dis, l'armée ukrainienne utilise les civils comme boucliers humains, ce qui leur plaît moyennement. Résultat, à Metalist et à Krasnogorovka, les civils ont fait savoir leur mécontentement. À cause du fait que les soldats des 28e et 58e brigades des forces armées ukrainiennes installent leurs véhicules de combat d'infanterie près de leur maison avant de tirer sur Golmovski ou Staromikhailovka, au risque donc que si la RPD répond, il risque d'y avoir des pertes parmi les civils.
des destructions de maisons, etc. Je vous raconte pas. Puis bon, moi je me dis que c'est peut-être là le but, puisque les renseignements de l'RPD obtenus auprès d'une source au sein du quartier général ukrainien indiquent que le Moskaliev, qui est le premier commandant adjoint du groupe opérationnel de l'armée ukrainienne ici dans le Donbass, a ordonné au commandant des brigades de préparer des attaques sous faux drapeau, voilà, donc de bombarder leur propre position et de filmer tout ça avec l'aide de plusieurs chaînes TV ukrainiennes comme la 5e, Ukraina ou ICTV. Hein, le but d'ailleurs c'est de viser non seulement leur position mais aussi les localités qui sont sous leur contrôle. Voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il y a un risque de blesser ou de tuer des civils. C'est magistral. Ils avaient déjà fait ça il y a quelques années en arrière avec Avdiivka, qu'ils avaient bombardé depuis Krasnogorovka en essayant de faire croire que les tirs venaient de chez nous. Voilà, et il y avait eu des morts. Donc bon, là j'espère que le fait de dénoncer tout ça, ça va empêcher cette opération sous faux drapeau. Bien sûr, pour cacher la présence de toutes ces armes lourdes près de la ligne de front et des habitations, les forces armées ukrainiennes brouillent les signaux des drones de l'OSCE pour les empêcher de voir tout ça. Hein. Je vais vous montrer une petite carte qui montre que ces brouillages sont quand même assez massifs. Ils ont obligé les observateurs à poser leurs drones pour ne pas les perdre. Tout ça a bien sûr été inscrit dans les rapports quotidiens de l'OSCE. Voilà. Si on regarde la situation diplomatique, accord de Minsk, eh bien, il y a eu une réunion des groupes de contact à Minsk cette semaine. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qu'il n'y a pas eu de surprise, le bilan est mauvais, hein, voilà. Toujours pas d'accord trouvé pour les 3 zones pilotes de retrait supplémentaires. La zone qui était plus ou moins commune entre la RPD et l'Ukraine, il n'y a toujours pas d'accord dessus, puisque l'Ukraine continue de proposer des coordonnées qui ne conviennent pas en fait, qui ne collent pas aux prérequis du paquet de mesures, puisque je rappelle donc le retrait des troupes doit pouvoir être mené de manière parallèle, en miroir, hein. Il faut que des deux côtés on puisse mener le désengagement de la même façon. Et l'Ukraine propose systématiquement des coordonnées où c'est pas possible, donc forcément ça peut pas aller, hein. Donc bon bah ça patauge. Et puis comme ça patauge sur cette zone-là, on progresse pas sur le fait qu'il faut encore en trouver 2 autres. Je rappelle, normalement, le retrait dans ces 3 zones pilotes doit être mené d'ici la fin du mois de mars. On est déjà le 29 février, je vous dis ça comme ça. Hein. Le représentant ukrainien, d'ailleurs au sein du groupe de contact dédié aux questions de sécurité, a aussi fait des déclarations délirantes, disant que c'était la Russie qui bloquait l'approbation des 3 nouvelles zones de retrait, et que le retrait devait avoir lieu par rapport à la ligne de front de septembre 2014. Alors que pas du tout, puisque le premier paragraphe de la décision cadre concernant justement le retrait des troupes indique que ça doit être fait par rapport à la ligne de front actuelle, c'est-à-dire les positions qui sont réellement occupées actuellement. Voilà, c'est de mieux en mieux. Et puis alors, il nous a fait encore une belle, celui-là aussi, puisqu'il a déclaré que les unités de l'armée ukrainienne continueront d'utiliser l'artillerie et les mortiers en réponse à la prétendue menace des unités de la milice populaire de la RPD, ce qui non seulement contredit les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu qui ont été approuvées en juillet 2019, mais ça confirme aussi que les forces armées ukrainiennes ne respectent pas du tout le cessez-le-feu. Voilà. Et qu'ils n'ont aucune intention de le faire. Je rappelle, ceci était quand même le premier point de la déclaration commune de la réunion format Normandie. Voilà. La prochaine réunion, elle n'est pas prête d'avoir lieu. Parce qu'ils ont avancé sur rien. Et que la Russie a très clairement dit encore, je crois que c'est Lavrov récemment, qui a dit « Oui, la prochaine réunion aura lieu quand les différents points de la dernière déclaration auront été mis en œuvre. » Voilà, vous y échapperez pas, hein, je vous le dis. Le seul petit minuscule progrès de cette réunion a eu lieu au sein du groupe de contact consacré aux questions politiques, puisque le représentant ukrainien a fini enfin par reconnaître oralement, hein, qu'effectivement, hein, la loi sur le statut spécial du Donbass, le truc sur la loi d'amnistie, les changements constitutionnels, ça devait être fait avant que les élections puissent avoir lieu dans le Donbass. Mais je vous le dis, c'est juste à l'oral. On attend encore la position officielle par écrit. Hein, voilà, avant de crier victoire. Bon, pour le reste, groupe humanitaire, groupe économique, toujours la même salade, il n'y a rien qui a avancé. Toujours pas de paiement des retraites de la part de l'Ukraine en vue. Bref, hein, statu quo.
Statu quo, je vais venir sur un très très gros dossier, hein. Je suis désolée, mais ça le mérite, puisque en Ukraine, hein, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, ce cher Alexei Danilov, vous savez, celui qui avait pondu le rapport avec le plan de déportation de la population du Donbass, hein, voilà, ça vous situe un peu le mec déjà. Voilà, il a déclaré que la Russie, en gros, allait s'effondrer, qu'il allait assister à l'effondrement de la Russie. Ça a fait rigoler beaucoup de monde, parce que bon, quand tu vois la situation réelle de l'Ukraine, tu te dis que l'Ukraine n'a plus vite fait de s'effondrer que la Russie, quand même, hein. Ça fait penser à beaucoup de gens, dont moi-même, à la parabole de la paille et de la poutre, hein. Voilà, c'est... Hein, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil, hein. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 3, parce que là, c'est vraiment un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école de projection sur quelqu'un d'autre ou sur un autre pays, de ses propres problèmes, de ses propres tares, enfin de ce qui va pas chez toi, quoi. Hein, voilà. Parce qu'il a sorti quand même, la Russie est dans une position difficile, nous allons la voir s'effondrer à nouveau, des questions religieuses compliquées, des problèmes démographiques, des relations avec la Chine. Poutine le comprend et choisit donc un ennemi extérieur. D'abord c'était les Géorgiens, maintenant c'est nous, hein. Il a dit que voilà, en gros, Poutine peut pas unir ce qu'on appelle les Russes sans un ennemi extérieur. Puis il a expliqué donc que la Russie a des problèmes internes, entre autres il a parlé de la Tchétchénie, alors il l'appelle Itchkérien, il l'appelle Itchkérien du nom de l'Itchkérie, qui était le nom qui était donné à la Tchétchénie par les terroristes qui ont voulu décréter l'indépendance de la Tchétchénie dans les années 90. Hein. Il a dit, mais dites-moi quels citoyens itchkériens sont des Russes, c'est une religion et un pays différent, ce fantôme ne peut pas tenir longtemps, tout dépendra des prix du pétrole et du gaz. Nous ne savons pas encore quel sera l'impact du coronavirus sur la Chine, la deuxième économie du monde, il y a tant de questions sur le gaz, il y aura certainement une lutte pour le plateau arctique, et la Russie pourra-t-elle résister à cette course? Je ne suis pas sûr. Hein, c'est ce qu'il a raconté. Alexei Pouchkov, sénateur russe, a bien sûr tout de suite réagi sur son Twitter à cette nouvelle bêtise. Je vais vous montrer le screenshot. Il a dit « Le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, Danilov, a prédit l'effondrement de la Russie et que le temps dépendra du prix du pétrole et du gaz et de l'impact du coronavirus sur l'économie chinoise. » Alors il a mis un point d'interrogation, point d'exclamation en mode « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ?» Il a dit « Il ne s'agit pas d'une analyse mais d'une bouillie. » Donc c'est la fameuse kasha russe, hein, de la bouillie, c'est du porridge quoi. Et d'une confusion totale. Les arguments sont ridicules. Le niveau de qualification de l'équipe Zelensky soulève de plus en plus de questions. Effectivement, quand on lit ça, on se pose des questions. Enfin, moi je m'en pose plus beaucoup, soit dit en passant. Hein. Il a été rejoint par le politologue et économiste Alexandre Douchak, qui a lui aussi commenté cette prédiction. Il a dit « Il n'appartient pas aux représentants des autorités ukrainiennes de faire des déclarations sur des problèmes farfelus de la Russie. Ce n'est pas la Russie, mais l'Ukraine qui, en 2014, a définitivement perdu sa souveraineté, perdu des territoires et aurait pu en perdre encore plus. La situation en Ukraine en matière de droits de l'homme et dans le domaine religieux est terrible. Les intérêts de toutes les nationalités, à l'exception de la nation en titre, ne sont pas du tout pris en compte. Et même les autorités ne s'intéressent pas particulièrement à ces problèmes. Tout cela n'est donc que du vent. » Bon. Alors si on regarde les faits, effectivement, ce que raconte Douchak est tout à fait juste, hein, sur le fait que l'Ukraine projette sur la Russie son propre État et ses fantasmes, ainsi que ceux de ses patrons américains d'ailleurs. Hein. Je rappelle, c'était Hillary Clinton, je crois, qui avait dit que c'était pas juste que la Russie possède pour elle toute seule toutes ses ressources naturelles. Ça vous situe un peu quand même, hein, les gars. Donc on va reprendre les différents points du pseudo-argumentaire de Danilov. Je vais rajouter l'économie quand même, parce que c'est important quand on parle d'effondrement. Puis on va comparer avec la réalité. Alors, si on regarde tout ce qui est religion, ethnie et séparatisme, bon, déjà non, la Tchétchénie, c'est pas un autre pays que la Russie, hein, ça fait bien partie de la Fédération de Russie. Et c'est pas un autre pays sous prétexte qu'elle est peuplée de musulmans, d'une majorité de musulmans. Je rappelle qu'il y a quand même pas mal de musulmans en Fédération de Russie, qu'il y a plusieurs républiques, hein, qui sont peuplées de majorité ou de proportions importantes de musulmans, hein, comme la Tchétchénie, le Bachkortostan, le Daghestan, la Crimée. Hein, la Crimée, il y a quand même 15% de musulmans. Puis bon, depuis que la Russie s'est débarrassée des groupes terroristes islamistes qui étaient financés par les États-Unis, qui espéraient faire éclater le pays à coups d'attentats terroristes et de déclarations d'indépendance bidon, etc., y a pas tellement de problèmes de coexistence entre les différentes religions de la fédération. Hein, je veux dire, au Bachkortostan, donc la Bachkirie, il y a environ 40% de musulmans, environ 25% d'orthodoxes, pas mal d'athées, mais aussi des païens autochtones.
Le chef de la République, Rabbi Khabirov, il est musulman, il est marié à une orthodoxe et ses enfants sont orthodoxes. Ça pose aucun problème. Aucun. En Crimée, depuis la réintégration de la République autonome au sein de la Fédération de Russie, ils ont construit des centaines de mosquées en quelques années. D'anciennes mosquées qui étaient en très mauvais état ont été rénovées pour éviter qu'elles ne s'effondrent, hein, contrairement à ce que racontaient tous les médias pro-occidentaux qui racontaient « Ah, ils vont tout casser, ils vont détruire le patrimoine des Tatars de Crimée ». Non, ils ont empêché que les mosquées s'effondrent parce que les piliers en bois qui soutenaient ces édifices étaient bouffés par les champignons à 100%. D'accord ? Je veux dire, quand t'as la structure en bois de la mosquée qui est complètement bouffée par les champignons, c'est dangereux. Faut faire quelque chose. Je veux dire, c'est pas massacrer le patrimoine que de rénover tout ça de façon tout à fait, je veux dire, en accord avec l'aspect historique de ces mosquées qui ont pour certaines 5 siècles, voire plus. Voilà. Non, les problèmes religieux, c'est pas en Russie qu'ils sont, c'est en Ukraine. Je rappelle que c'est en Ukraine, hein, quand même, que les schismatiques adoubés par Constantinople essayent de voler les églises, les monastères, les temples, les chapelles de force pour essayer de les voler à l'église orthodoxe ukrainienne canonique. Je rappelle celle du patriarcat de Moscou, hein. Et puis même d'un point de vue intégration des différentes nationalités et ethnies, la Russie fait bien mieux que l'Ukraine. Hein, je veux dire, je rappelle, la Russie reconnaît plusieurs langues autres que le russe comme langue officielle dans les différentes entités de la Fédération de Russie. En Tchétchénie, le tchétchène et le russe sont langue officielle. Au Bashkortostan, le bashkir et le russe. En Crimée, le russe, l'ukrainien et le tatar. Ben oui. Donc voilà, je peux continuer la liste pendant longtemps. Hein. Il y a des républiques, il y a 4-5 langues officielles, hein, au total. Voilà, par contre, je rappelle qu'en Ukraine, à part l'ukrainien, aucune langue n'a un statut quelconque. Même le russe, qui est pourtant parlé par une majorité d'Ukrainiens et par un fort pourcentage en tant que première langue, hein, donc langue natale, même le russe, qui est quand même parlé par vraiment beaucoup de gens en Ukraine, s'est vu retirer son statut de langue régionale en 2014. C'est d'ailleurs ça qui a foutu le bordel et qui a provoqué la perte de la Crimée et du Donbass. Et donc du séparatisme. Hein, donc voilà, c'est pas la Russie qui discrimine ses minorités ou ses ethnies au risque d'avoir du séparatisme, c'est l'Ukraine, et c'est d'ailleurs déjà visible depuis 2014. Voilà, c'est pas la Russie qui a perdu des territoires ces dernières années, c'est l'Ukraine. Et puis pas à cause d'une histoire d'agression russe imaginaire, hein, non, c'est la politique ultranationaliste désastreuse qui a érigé la discrimination russophobe en politique nationale, qui a provoqué le rejet de ceux qui se retrouvaient discriminés, c'est-à-dire les russophones et les russes ethniques, et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Voilà, donc je veux dire, là, à un moment, faut remettre un petit peu les choses d'aplomb. Alors après, la démographie aussi, parce qu'il avait parlé de la démographie. Alors c'est vrai que la Russie souffre actuellement des conséquences en fait de la chute de l'URSS, puisque dans les années 90, il y a eu un effondrement des naissances, une hausse de la mortalité, qui fait qu'actuellement, il y a moins de femmes en âge, en fait, de procréer. Voilà, donc même si les femmes russes font plus d'enfants actuellement, comme elles sont moins nombreuses de facto, y a une baisse. Mais c'est pas du tout catastrophique, en fait. Je vous encourage à aller voir l'état des lieux de la démographie russe qui avait été faite par Alexandre Latsa pour Stratpol, où il explique super bien tout ça. Voilà, la Russie est en train de redresser la situation avec une politique nataliste extrêmement volontariste, avec des aides financières, etc. Et ça marche bien. D'ici quelques années, la démographie de la Russie repartira à la hausse. Par contre, en Ukraine, c'est un désastre. Hein. Je rappelle qu'il y a 2 fois plus de morts que de naissances en Ukraine. Sans parler des gens qui se barrent du pays, hein, parce que je rappelle que là, en 2019, ils ont perdu plus de 212 000 personnes. Hein. Donc, c'est sans compter l'immigration illégale. Là, je vous parle que des chiffres officiels. Voilà. C'est pas la Russie que les jeunes fuient massivement, c'est l'Ukraine. D'accord ? D'ailleurs, là, la Russie est en train d'inverser la tendance qui avait prévalu pendant les années 90, etc., avec la fuite des cerveaux. Là, ils sont en train de rapatrier des Russes qui étaient partis à l'étranger, qui là rentrent à la patrie, qui rentrent au pays. Donc, je veux dire, voilà, c'est pas par la démographie, non, la Russie va pas s'éteindre. Non, elle va passer par quelques années où il va y avoir un léger creux au niveau des chiffres de sa population, et après, ça va repartir. Tout simplement. Et puis, cet effondrement démographique de l'Ukraine se couple et provoque un effondrement économique du pays. On va parler donc d'économie, des prix du pétrole et du gaz, puisque je rappelle donc que c'est en Ukraine que le fonds de retraite est carrément dans le rouge et que
ça va poser des gros problèmes, c'est pas en Russie, hein, voilà, c'est en Ukraine que les arriérés de salaire ont été multipliés par 4 en quelques années pour atteindre la somme astronomique de 63,7 milliards de grivnia, c'est-à-dire 2,38 milliards d'euros d'arriérés de salaire. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du truc? Ça, c'est pas en Russie, c'est en Ukraine, d'accord? D'ailleurs, sur ce total, 1,1 milliard de grivnia, 41 millions d'euros concernent juste les mineurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les mines. Voilà, hein, qui manifestent depuis des années pour obtenir enfin d'être payés. La situation est tellement dramatique d'ailleurs pour eux que Zelensky a dû menacer les membres de son gouvernement de ne pas leur payer leur salaire si la situation n'était pas réglée d'ici 2 mois. Donc Zelensky a dit vous avez 2 mois pour régler la situation, sinon c'est vous qui n'aurez pas de salaire. Voilà. Bon, pareil, c'est pas la Russie mais l'Ukraine qui a une dette énorme, y compris une dette extérieure extrêmement importante et qui doit sortir un tiers de son budget pour rembourser. C'est pas en Russie mais en Ukraine que les hôpitaux ferment les uns après les autres faute d'argent. En Russie, en contraire, ils en construisent de plus en plus. La Russie a un taux de chômage 2 fois inférieur à celui de l'Ukraine, et encore, ça c'est le taux officiel. Et c'est un taux officiel qui en plus est faussé par la fuite massive des jeunes hors du pays. Voilà, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de travail en Ukraine, c'est parce que les gens s'en vont parce qu'il n'y en a pas, et donc ils vont chercher du boulot ailleurs. Donc ça fait baisser le taux de chômage officiel, mais voilà. La Russie n'importe pas 6 fois plus de biens et de services qu'elle n'en exporte, contrairement à l'Ukraine. Je parle là des estimations de 2019 du FMI. Je pourrais continuer longtemps comme ça, voilà. Pareil sur l'impact des prix du pétrole et du gaz sur l'économie russe. Je rappelle que l'économie russe a survécu à l'impact de la baisse des prix du gaz et du pétrole et aux sanctions américaines et européennes après le Maïdan. Et elle a survécu, contrairement aux sociétés qui exploitent le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis, qui eux peuvent pas survivre avec des prix aussi bas. Après une chute initiale, l'économie russe est repartie à la hausse, et même Moscou a pu lancer la diversification de son économie. Je rappelle, en 2014, les hydrocarbures et autres ressources minérales, c'est pas juste les hydrocarbures, représentaient à peu près les 3/4 des exportations russes. Maintenant, c'est environ la moitié. En 2018, et là les chiffres les plus récents je les ai pas encore. Voilà, si la diversification n'est pas terminée, elle est déjà bien engagée, et je vois mal comment la Russie pourrait s'effondrer à cause des prix du pétrole et du gaz s'il s'avérait baisser, maintenant que ça représente que la moitié de ses exportations, alors qu'elle a survécu quand ça représentait les 3/4. Je veux dire, faut être un peu logique un petit moment, voilà. Voilà. Et puis, on va en venir à l'argument suivant qui est lié à ça, qui est la guerre pour le plateau arctique, puisque le plateau arctique regorge de ressources, entre autres d'hydrocarbures. C'est une guerre de ressources naturelles. Et donc, Danilov nous dit que la Russie ne pourra pas tenir face à une telle lutte pour le plateau arctique, sauf qu'en réalité, s'il y a bien un pays qui a une avance considérable sur les autres au niveau du plateau arctique, c'est bien la Russie. Là c'est complètement à l'envers, complètement, puisque je rappelle que la Russie dispose de 5 brise-glaces à propulsion nucléaire, qu'un nouveau entrera en service en mai de cette année, que le chiffre devrait passer à 9 d'ici 2023, et d'ailleurs c'est la seule à construire et à posséder ce genre de navire. Voilà, de telles brise-glaces, il n'y a que la Russie qui les a, ce qui est un avantage indéniable. Alors pourquoi c'est un avantage indéniable? Parce que carburant nucléaire égale, t'as pas besoin de ravitailler toutes les 5 minutes. Ce qui pour un brise-glace est quand même extrêmement pratique. Puis si on regarde les investissements dans l'extraction des ressources du Grand Nord, la Russie est là aussi très en avance, avec des projets comme Yamal, dont les estimations en réserve de gaz ont été revues à la hausse fin 2019 pour atteindre les 2 trillions de mètres cubes de gaz. Et pour défendre tout ça, la Russie dispose de nouvelles bases militaires, on a construit un bon petit paquet, la flotte du Nord a été modernisée, entraînée d'ailleurs avec le reste de l'armée via de grands exercices à faire face à toute tentative de certains pays de contester la position de leader de la Russie en ce qui concerne justement l'Arctique. Donc la Russie n'est pas du tout larguée face à ses adversaires. Au contraire, elle a une avance extrêmement claire en ce qui concerne et l'exploitation des ressources et la protection de ses intérêts dans l'Arctique. Donc, je veux dire, même les Américains et les Occidentaux, de manière générale, le reconnaissent, qu'ils sont à la masse par rapport à la Russie là-dedans. Non. Puis alors, ensuite, on a eu l'argument, je sais pas d'où ça sort, ni pourquoi, sur les relations de la Russie avec la Chine, et puis l'impact du coronavirus sur l'économie chinoise. Je vois pas ce que ça vient faire dans la cacha, là, que nous a fait Danilov, parce que les relations entre la Russie et la Chine sont excellentes, les 2 pays ont inauguré, je rappelle, fin 2019, le gazoduc Force de Sibérie.
qui permet à la Russie d'alimenter directement son voisin chinois en gaz. Les relations commerciales entre les deux pays sont florissantes sur fond de sanctions américaines, sans cesse renouvelées, ne semblent pas partis pour diminuer, bien au contraire. Je rappelle, sur le plan géopolitique et stratégique, les deux pays font partie des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc je vois pas comment... Non. Quant au coronavirus, je comprends pas non plus en quoi son impact sur l'économie chinoise pourrait affecter la Russie au point de provoquer l'effondrement du pays. Parce que si l'économie chinoise tousse, c'est le monde entier qui va en souffrir, et puis surtout les partenaires commerciaux les plus importants que sont les États-Unis et l'Union européenne. Voilà. Puis, puisqu'on parle du coronavirus, je rappelle que c'est en Ukraine aussi, et pas en Russie, qu'on a vu les émeutes là. Symptomatique de l'effondrement du pays lors du rapatriement des citoyens qui ont été évacués de Wuhan. Les fameuses émeutes que Charlie avait décrit comme étant le jour de la honte de l'Ukraine. Voilà. Puis alors, le coup de l'ennemi extérieur comme unificateur du pays, alors là, c'est encore plus risible, parce que Vladimir Poutine n'a jamais désigné la Géorgie comme ennemi de la Russie. Je rappelle la Géorgie qui a attaqué l'Ossétie du Sud en 2008. Obligeant la Russie à intervenir, puisque je rappelle que Moscou avait un mandat de l'ONU et des casques bleus sur place qui ont été pris pour cible. Plusieurs ont été tués, d'autres blessés, par des tirs de l'armée géorgienne contre leur base. D'accord ? Point. Voilà. Et le président russe a jamais non plus désigné l'Ukraine comme ennemi de la Russie, bien au contraire. Je vous encourage à aller voir sa dernière interview donnée à TASS, que j'ai traduite, qui est sur Donbass Insider. Ça montre que Poutine, il veut des relations amicales et respectueuses avec Kiev, et il explique même d'ailleurs qu'en travaillant main dans la main, les deux pays formeraient un concurrent important à l'échelle mondiale. Voilà, donc à aucun moment dans ses discours depuis le Maïdan, Vladimir Poutine n'a désigné l'Ukraine comme l'ennemi de la Russie. Par contre, l'Ukraine, elle, a désigné la Russie comme son ennemi, et comme pays agresseur depuis 2014. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, dans son discours, Danilov accuse la Russie de ce que fait en réalité l'Ukraine post-Maïdan. Alors, en langage psy, on appelle ça une projection. C'est le fait d'accuser quelqu'un d'autre de ce qu'on est ou de ce qu'on fait soi-même. Voilà. La Russie, elle n'a pas besoin d'être unie derrière un ennemi commun. Il y a un fort sentiment d'appartenance à une même nation de la part de la population russe, grâce au fait que la Russie a su respecter ses différentes ethnies, religions et langues, contrairement à l'Ukraine, qui discrimine ses minorités, leur langue, et sème la division au niveau religieux. Voilà, c'est pour ça que l'Ukraine essaye d'unir sa population derrière cette accusation bidon de pays agresseur contre la Russie, pour essayer de maintenir ensemble les morceaux du pays qui menacent de se barrer à chaque moment, parce que la politique désastreuse des gouvernants qui succèdent depuis l'indépendance du pays, et encore plus depuis le Maïdan, est en train de mener le pays vers l'effondrement. Et donc en clair, Danilov projette sur la Russie l'effondrement qui est déjà clairement perceptible en Ukraine. Puisque je rappelle que même Medvedchuk et Saakashvili ont publiquement annoncé récemment dans les médias ukrainiens que l'Ukraine, elle était en bonne route vers l'effondrement. Voilà. Donc avant de parler de ces fantasmes d'effondrement de la Russie, c'est-à-dire de voir la paille dans l'œil du voisin, l'Ukraine ferait bien de s'occuper de celui bien réel qu'elle est en train de vivre, c'est la poutre qu'elle a dans le sien. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point cette histoire d'ennemi extérieur ne marche pas en termes d'unification du pays, c'est les chiffres de la mobilisation, puisque je rappelle que le service militaire est obligatoire en Ukraine. On a la déclaration d'un ex-ministre ukrainien de la Défense, Alexandre Kouzmouk, qui a déclaré sur le plateau de la chaîne 112 qu'en Ukraine, les jeunes ne veulent pas servir dans l'armée. Voilà. Il a dit « Je vais être honnête, j'ai toujours pensé et cru, et il y avait des raisons de croire, que nous avons de grandes capacités de mobilisation. Mais pour être honnête, la plus grande partie était donnée par le Donbass. » Bah tiens. Je veux dire la partie humaine de la capacité de mobilisation. Aujourd'hui, c'est un problème. Le problème est de doter nos forces armées d'un personnel de qualité, parce que le patriotisme que nous avions ne peut pas être comparé à celui d'aujourd'hui. Donc ça montre bien que, voilà, si les gens du Donbass sont ceux qui se sont soulevés contre le coup d'état du Maïdan, c'est parce que c'était les plus patriotes, en fait. Voilà. Pas besoin d'en dire plus. Pour étayer ses propos, donc Kouzmouk a cité les statistiques de la conscription à Kiev, où sur 65 000 en âge de servir, moins de 1000 sont entrés dans l'armée. Il a d'ailleurs souligné qu'une bonne partie de ceux qui auraient dû faire leur service militaire sont actuellement à l'étranger. Quand on voit une telle débâcle, on comprend pourquoi Zelensky a abaissé l'âge de 20 à 18 ans pour
pour l'âge de début de la conscription pour les jeunes Ukrainiens. Il essaye de gratter quelques centaines de jeunes hommes en plus pour continuer la guerre dans le Donbass. Kuzmuk a aussi souligné que parmi les jeunes qui se trouvent actuellement en Ukraine, qui sont en âge de servir dans l'armée, un certain nombre font partie des organisations nationalistes. Donc il a parlé d'un truc national, c'est Corpus National. Hein. Il a pas mis le nom complet, parce qu'il... Mais c'est ça, hein, où il te dit clairement que c'est une armée privée, que les mecs sont suréquipés, et il dit votre place est sur le front. Voilà. Bon, ces propos font écho à ceux du chef du parti Voix, Sergei Rachmanin, qui a déclaré il y a quelques jours en arrière que les soldats ukrainiens qui servent dans le Donbass ne se sentent ni comme des libérateurs, ni comme des défenseurs, qui sont complètement démoralisés, démotivés, à force d'attendre une offensive de l'ennemi qui ne vient jamais. Voilà, donc voilà, vous voyez que... Non, les jeunes, ils achètent pas vos conneries. Ils achètent pas. Ils préfèrent faire partie du corpus national où ils peuvent aller racketter des commerçants, hein, parce que c'est ça, façon mafia, en gros. Soit tu nous donnes du fric et on te protège, soit je vais démolir ta boutique, etc. Plutôt que d'aller risquer leur vie dans une tranchée dans le Donbass. Parce que le coup de l'agression russe, il n'y a personne qui y croit. Voilà. Kiev, 65 000. Potentiels conscrits, 1000 qui rentrent dans l'armée. Ça vous donne un peu l'étendue du désastre, quand même. Hein. Puis sur le plan économique, puisqu'on parle d'effondrement et d'économie, hein, ça va ensemble, là, je pense que l'Ukraine va vraiment finir au fond du trou, puisque après d'intenses pressions des États-Unis sur Zelensky, Washington a, semble-t-il, réussi à damer le pion à Pékin en Ukraine, en empêchant l'achat de moteurs Sich par une société chinoise. Puis tant pis si ça doit foutre en l'air les relations entre l'Ukraine et la Chine. Bon, c'est pas la première histoire du genre, hein, mais ça montre clairement que l'Ukraine n'est qu'un pion sur l'échiquier géopolitique et économique des États-Unis, et pas du tout un partenaire, hein, comme ils prétendent à tour de bras. Parce que bon, l'Ukraine est quand même déjà très mal en point économiquement. Je pense pas qu'elle peut se permettre de perdre un partenaire commercial important comme la Chine. Je crois que c'est genre leur 6e plus gros partenaire commercial. Et là, c'est ce qui risque d'arriver s'ils ne leur vendent pas Motor Sich comme c'était prévu. Donc je vais expliquer un petit peu. Cette société Motor Sich, en fait, c'est une société qui fabrique des moteurs d'avions et d'hélicoptères, à la fois pour le civil et pour le militaire. Avant le Maïdan, 80% de la production partait à l'exportation vers la Russie pour alimenter ses usines aéronautiques. Mais après le coup d'État, mars 2014, l'Ukraine a banni l'export de ses moteurs vers la Russie, sous prétexte de l'agression russe imaginaire. Bon, vous n'avez pas besoin d'avoir fait de grandes écoles économiques pour comprendre qu'une société qui perd un client qui a acheté 80% de ta production, t'as de bonnes chances que ta société finisse en faillite si tu trouves pas très vite un autre client qui peut t'en acheter à peu près autant. On est d'accord. Et c'est là que la Chine est venue dans l'histoire, puisqu'ils ont profité de la situation catastrophique de Motor Sich pour conclure un contrat pour l'achat de moteurs d'avion à des prix défiant toute concurrence. Voilà. Bon. À cette époque, c'était juste des moteurs pour avions civils, entre autres le L-15, qui est un avion d'entraînement. Donc rien qui a affolé ni Kiev ni Washington. Mais la Chine est un peu plus gourmande que ça, puisque, malgré tout ce qu'ils ont investi dans la recherche-développement, etc., au niveau de l'industrie aéronautique, la Chine n'a jamais réussi à développer des moteurs d'avion de grande capacité. Donc Pékin s'est dit, en fait, si on pouvait avoir accès aux technologies soviétiques que possède ce fabricant ukrainien Motor Sich, en fait c'est parfait. Et donc là, la Chine, entre autres, s'intéressait aux moteurs AI-222 des Yak-130, qui sont des avions de combat d'entraînement russes, et aux moteurs équipant les hélicoptères Mi-26. Le Mi-26, c'est le plus grand hélicoptère au monde, le plus gros. Bon, malgré tous ces efforts, donc la Chine, comme je disais, s'est avérée incapable de créer des copies de ces moteurs. Alors ils se sont dit, pourquoi ne pas se tourner vers l'Ukraine pour obtenir ce qui nous fait défaut ? Bon, en tout cas, ils ont dû venir avec des arguments convaincant et à mon avis sonnant et trébuchant, puisqu'en mai 2017, donc le vice-premier ministre ukrainien, Stepan Kubiv, avait annoncé que Motor Sich et Beijing Skyhorizon Aviation Industry Investment Co. construiraient ensemble une usine à Chongqing en Chine, donc le deal semblait bon. Voilà. Il y avait aussi un accord pour que la société chinoise acquiert une participation de contrôle dans la société ukrainienne, contre la promesse d'investir 250 millions de dollars dans le développement de la production. Voilà.
Au vu de l'importance stratégique de la société Motor Sich, l'accord devait être validé par le comité anti-monopole ukrainien, j'ai appelé ça le CAMU. La société chinoise a donc envoyé une requête ad hoc à l'agence anti-monopole fin 2017, et c'est là que c'est parti en sucette. Puisque c'est cet envoi de la requête de Skyreason auprès du CAMU qui a donné l'alerte à Kiev, puis à Washington. Là, ils ont d'un seul coup découvert que Motor Sich, une société ukrainienne industrielle majeure, allait se faire racheter par les Chinois. Petit problème, comme je l'ai dit, la production de Motor Sich n'est pas que civile, mais aussi militaire. Donc, et c'est là que ça a coincé, en fait. Donc la première à réagir, ça a été Kiev. Donc quelques mois après l'envoi de la requête à Skyreason, début 2018, le SBU a lancé des poursuites contre l'exportation d'une partie de l'équipement de Motor Sich vers la fameuse nouvelle usine qui devait être construite en commun en Chine. Donc ils ont empêché l'accord d'être appliqué. Puis après, il y a eu un statu quo de plus d'1 an. Et à l'été 2019, là d'un seul coup, c'est le département d'État américain qui a réagi, en produisant un rapport déclarant que la Chine voulait transformer son armée en machine de guerre capable de concurrencer l'armée américaine, voire d'envahir Taïwan, et que pour empêcher une telle menace de se réaliser, il fallait qu'il dame le pion à la Chine en Ukraine en l'empêchant de racheter Motor Sich. Voilà, sauf que, bon, malgré la réaction du SBU en 2018, l'Ukraine avait pas trop envie d'aller jusqu'au bout de cette démarche, pour éviter de perdre justement un partenaire commercial important. Alors résultat, les Américains ont décidé de tordre le bras de Kiev pour l'obliger à faire ce que Washington voulait. J'ai utilisé cette expression à bon escient puisque c'était ce que Obama avait décrit. Il avait dit, voilà, quand les pays font pas ce qu'on veut, on leur tord le bras. Voilà. Donc, les États-Unis ont gelé le programme d'aide militaire de 391 millions de dollars destiné à l'Ukraine, repoussé sans fin la livraison de licences pour la fourniture d'armes et de munitions pour lesquelles Kiev avait déjà payé 30 millions de dollars. Et en fait, les États-Unis ont clairement mis dans la balance l'aide militaire promise à l'Ukraine et la vente de Motor Sich à la Chine. Et donc, août 2019, quelques jours après la visite de John Bolton, qui était à l'époque conseiller du président américain, il est venu en Ukraine, et le SBU a ouvert une enquête contre Motor Sich pour suspicion de préparation de sabotage et haute trahison de l'entreprise. Bon, pour dire en clair, ils ont accusé Motor Sich d'avoir vendu illégalement ses produits à la Russie. Donc, d'après les sources qui sont citées par BuzzFeed, l'officialisation d'annulation de l'accord entre l'Ukraine et la Chine concernant Motor Sich devrait être annoncée, là en mars 2020, par le comité anti-monopole sous prétexte de potentielle violation de la loi et de problèmes géopolitiques posés par cet accord. Il semble donc que les États-Unis ont gagné la partie. Si Washington peut sortir le champagne, Motor Sich, elle, se retrouve dans la merde, puisque non seulement la société a perdu un repreneur, mais aussi le client qui avait compensé la perte du marché russe. Alors les États-Unis ont décidé de trouver un repreneur de confiance, histoire pour d'éviter une répétition de ce qui s'est passé avec les Chinois, et donc ils ont sorti de leur chapeau la société Oriole Capital Group, dont le directeur général Hossein Mousavi a confirmé à BuzzFeed qu'effectivement il va racheter Motor Sich. Le petit problème, c'est que Oriole Capital Group, c'est pas une société inconnue des Ukrainiens, puisqu'en 2017 cette société avait promis d'investir 150 millions de dollars dans l'usine aéronautique d'État de Kharkov pour terminer la construction d'avions Antonov 74, qui avait été commandé par le défunt chef d'État libyen Mouammar Kadhafi. À l'époque, il y avait quand même des gens qui avaient dit oui, mais il n'y a pas de client pour ces avions. Celui qui était le client, il est mort, il n'y a personne que ça intéresse. Puis Oriole Capital dit non, mais c'est bon, on s'occupe de tout. Sauf que ça a fait un flop. Soi-disant à cause de manque de garantie de la part de l'Ukraine, à en croire Hossein Mousavi, mais moi je pense simplement parce qu'il n'y avait effectivement pas de débouché. Voilà. Et donc, moi je trouve ça quand même assez bizarre de prendre comme repreneur pour sauver Motor Sich une société qui a déjà échoué une première fois à tenir ses engagements envers une autre société ukrainienne. Moi, je trouve que ça pue. Voilà. Moi, je serais les employés de Motor Sich, je commencerai à chercher du boulot. Voilà. Et puis en plus, l'autre problème, c'est que d'après plusieurs experts ukrainiens, la seule façon d'empêcher légalement la vente de Motor Sich à la Chine serait de nationaliser la société, et l'Ukraine devrait alors payer des compensations qui pourraient aller de 500 millions à 2 milliards de dollars à Pékin pour éviter de se mettre la Chine complètement à dos. Et c'est là que ça coince, parce que vu la situation économique de l'Ukraine dont j'ai déjà parlé, Kiev n'a pas les moyens de nationalité Motor Sich, et encore moins de payer de telles compensations à la Chine. C'est pas possible. La seule
la seule chance, c'est que Oriol Capital Group puisse aligner la somme. L'autre point de blocage, c'est que si la Chine refuse de se retirer de l'accord, les États-Unis ont, semble-t-il, l'intention d'imposer des sanctions contre les comptes de Motorsiche à l'étranger pour asphyxier totalement la société qui ne vit plus que de ses exportations qui lui sont payées via des banques occidentales, puisque Ukroboronprom, le complexe militaro-industriel ukrainien, ne lui passe plus aucune commande. Donc voilà, le but, ça serait, semble-t-il, de contraindre la Chine à accepter une faible compensation en échange de leur renoncement à acheter Motorsiche. Mais qu'est-ce qui va se passer si Pékin décide de se défouler sur Kiev de cet échec et d'exiger le maximum ? Parce que ça, tout le monde s'en fout, hein, Washington la première. Si la Chine refuse de reculer sur cet accord d'achat pour empêcher la victoire des États-Unis sur ce dossier, là, l'Ukraine et Motorsiche sont dans une situation catastrophique. Parce qu'au vu de l'échec d'Oriol Capital Group dans le dossier de l'usine de Kharkov, je pense que c'est Kiev qui va payer les pots cassés de cette confrontation géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Soit Motorsiche va couler et l'Ukraine va perdre encore un de ses fleurons industriels pour avoir suivi la politique russophobe voulue par les États-Unis, et en plus elle va perdre un de ses plus gros partenaires commerciaux, la Chine. Soit l'Ukraine va couler financièrement en essayant de sauver Motorsiche de la noyade. Mais dans les deux cas, l'Ukraine va se retrouver dans une situation économique encore pire que maintenant, et se rapprocher encore plus du défaut de paiement. Voilà. Ça montre clairement que l'Ukraine post-Maïdan n'est pas du tout un pays indépendant, c'est bien une colonie des États-Unis. Ça valait bien de nous faire vos histoires de révolution de la dignité. Bon, on est arrivé là. Hein, voilà. C'est ça la situation. Donc voilà, j'ai pas de pendant ce temps-là à Kiev cette semaine, le site rep est déjà très très long, mais donc voilà la situation. Va falloir suivre un petit peu là, comment ça va évoluer au mois de mars avec le redout, puisque les températures sont déjà en train de remonter, mais je pense que ça va pas être très très bon, surtout vu tout l'équipement lourd qui se trouve près de la ligne de front, et le fait que comme je l'ai dit les fois précédentes, il y a quand même des déclarations de plus en plus côté ukrainien de dire en gros on est arrivé au bout des accords de Minsk, donc je pense qu'on va peut-être plus trop tarder avant de voir tout simplement l'Ukraine jeter les accords de Minsk aux orties, plus ou moins officiellement, ça c'est la grande question. Mais donc voilà la situation, et donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là je vous souhaite un bon week-end.